Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur BFM TV, il est bientôt 15 h. À la une de l'actualité, l'escalade de la violence se poursuit aujourd'hui dans la bande de Gaza. Aucun signe de répit à l'horizon entre Israël et le groupe djihad islamique. Des roquettes ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien selon l'armée. On fera le point sur la situation, notamment sur le bilan humain. On a de nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassan Iqiyoussen. On apprend aujourd'hui que le prédicateur était fiché S depuis 18 mois maintenant. Vendredi, la justice administrative avait suspendu son expulsion vers le Maroc. Le ministre de l'Intérieur avait fait appel de cette décision. Les conséquences aussi de cette sécheresse historique en France, alors que les températures repartent à la hausse, le risque d'incendie est majeur. En Bretagne, plus de 300 hectares ont brûlé. Dans les Bouches-du-Rhône, on suivra une opération de surveillance un peu particulière menée par des scouts. Et puis nous prendrons des nouvelles du beluga bloqué dans la Seine. Survivra-t-il? C'est la question aujourd'hui. L'animal ne se nourrit toujours pas malgré un changement d'alimentation. Son transport n'est toujours pas possible pour le moment. Mais les spécialistes écartent pour l'instant la piste de l'euthanasie. Nous serons en ligne dans un instant avec la sous-préfète d'Évreux. Et d'abord donc ces tensions qui se poursuivent aujourd'hui au Proche-Orient, dans la bande de Gaza. Pas de répit dans cet affrontement entre Israël d'un côté et le groupe djihad islamique de l'autre. Le bilan humain s'alourdit dans l'enclave palestinienne. L'organisation djihad islamique, elle, affirme avoir tiré des roquettes vers Jérusalem. Une première depuis le début des hostilités vendredi. Le point sur la situation, Juliette Andrieux, Chloé Barbeau. Dans le ciel de Gaza, une nouvelle salve de roquettes tirées vers Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti jusqu'à Jérusalem, alors que des centaines d'Israéliens se rassemblent dans la vieille ville à l'occasion d'une fête juive. Mais grâce au système de défense antiaérien appelé Dôme de fer, aucune victime. Pareil ce matin à Sderot, tout près de la bande de Gaza. À terre, le reste d'une roquette interceptée juste à temps. Depuis vendredi, l'armée israélienne dit avoir essuyé en tout près de 580 tirs de roquettes. Cette nuit, des terroristes du djihad islamique ont tiré une roquette en direction d'Israël, qui est retombée à l'intérieur de Gaza, touchant une maison palestinienne dans le quartier de Jalabia et tuant tragiquement au moins 4 enfants. Il y a une vidéo qui documente ça. Il n'y avait aucune activité israélienne dans la bande de Gaza, dans cette zone à ce moment-là. Du côté de la bande de Gaza ce matin, au milieu des immeubles éventrés, les habitants de Rafah récupèrent ce qu'ils peuvent. Une frappe israélienne a détruit cet immeuble hier. La cible Khaled Mansour, un haut commandant du groupe djihad islamique. 2 autres membres ont été tués ainsi que 5 civils. C'était horrible. Ils ont visé la maison avec 5 ou 6 roquettes. Il y avait des morceaux de corps par terre. C'est horrible. Ils ciblent les gens. Ils ciblent les personnes sans défense qui sont en sécurité chez eux. Ils ciblent les enfants et les personnes âgées. Ils n'ont aucune pitié. Plus au nord, à la frontière, l'armée israélienne déploie son artillerie. Le Premier ministre israélien a affirmé que l'opération à Gaza continuerait aussi longtemps que nécessaire. Et pour suivre la situation sur place, on retrouve Océane Nicole, journaliste I24 News dans le sud d'Israël, avec une journée de dimanche qui s'annonce particulièrement tendue. Oui, atmosphère toujours aussi tendue ici dans ces localités israéliennes du sud du pays, frontalière avec la bande de Gaza. Je suis actuellement à Sderot, ça se situe à 5 km du territoire palestinien. Et depuis ce matin, à 4 reprises, nous avons entendu la sirène d'alerte qui nous a donc amené à rejoindre les abris publics. On a entendu des dizaines de détonations depuis que nous sommes ici ce matin. Des détonations, c'est tout simplement le fruit de l'interception du système antimissile israélien Dôme de fer qui intercepte donc les roquettes tirées par le djihad islamique depuis la bande de Gaza. Et depuis ce matin, il y en a eu donc plusieurs dizaines ici dans ces localités du sud du pays, mais également, vous l'avez dit, la ville de Jérusalem, la ville 3 fois sainte qui a été également pris pour cible ce matin par le djihad islamique, alors qu'aujourd'hui, c'est le jeûne de Tisha B'Av, les commémorations pour les Juifs de la destruction du temple à Jérusalem. Donc c'est une journée évidemment à horrible
terroristes. Donc il y a toujours ces roquettes du djihad islamique depuis la bande de Gaza d'un côté, et puis de l'autre, l'armée israélienne qui poursuit son opération militaire, l'opération Aurore, lancée vendredi, qui a pour but d'éliminer les hauts responsables du djihad islamique, de l'organisation terroriste de la bande de Gaza. Et selon Tsahal et un communiqué publié ce matin, toute la direction de l'aile militaire du djihad islamique aurait déjà été éliminée. Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Bonjour à vous, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes également avec Julien Baloul, spécialiste de la société israélienne qui habite à Tel Aviv. On va faire le point également à Tel Aviv tout à l'heure. Tout d'abord, général Pellistrandi, on le sait, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas eu un tel niveau de tension dans la bande de Gaza. Oui, la dernière fois, c'est en mai 2021 où il s'est passé à peu près le même genre de type d'incident avec une séquence qui a duré 11 jours avec 260 morts du côté palestinien, mais aussi 14 tués du côté israélien. Et il faut souligner que cette action entreprise depuis vendredi se traduit par ces tirs extrêmement importants de roquettes tirées depuis le territoire palestinien en direction d'Israël, et le fait que ces roquettes sont interceptées par le système dôme d'acier qui permet en fait de préserver les vies des Israéliens qui vivent près de la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut rappeler, Jérôme Pellistrandi, pourquoi finalement il y a eu cette attaque préventive menée par Israël ? Alors, le djihad islamique est un groupe terroriste qui est soutenu par l'Iran et qui dispose d'une branche militaire extrêmement active, et le renseignement israélien avait pu détecter un certain nombre de chefs du djihad islamique, chefs militaires qui ont été interceptés. Et à partir de là, s'est enclenchée cette opération pour éviter une extension du conflit et pour briser cette organisation terroriste qui est responsable de nombreuses attaques contre le territoire israélien. Restez avec nous, Jérôme Pellistrandi. Julien Baloul, je le disais, vous habitez Tel Aviv. Vous ressentez, vous, concrètement, autour de vous, cette escalade de violence ? Oui, parce qu'il y a quelques instants encore, il y a eu des tirs contre la banlieue sud de Tel Aviv. Ça veut dire quoi, la banlieue sud ? Ça veut dire qu'ils ont tenté d'atteindre Tel Aviv et qu'ils n'ont pas réussi, puisqu'on parle du djihad islamique qui a des forces de frappe moins importantes que le Hamas. Le Hamas étant le groupe terroriste qui... J'entends encore des booms dehors, je voudrais vérifier de quoi il s'agit dans quelques instants. Le Hamas, qui est le groupe terroriste qui dirige la bande de Gaza, qui lui a la force, on l'a vu il y a un an, lors de la dernière opération, il y avait des salves plusieurs fois par jour avec 10 missiles parfois tirés l'un après l'autre, tandis que là, le djihad islamique qui n'arrive qu'à tirer qu'un missile en direction du centre et qui n'arrive pas à atteindre Tel Aviv, qui tombe toujours sur la banlieue sud. Mais on le voit bien, à chaque fois que la sirène arrive sur la banlieue sud et que les explosions, on les entend dehors, ça m'est arrivé tout à l'heure, j'étais dans la rue, il y a eu des explosions au-dessus de nos têtes, donc on est conscient qu'il y a cette menace. Donc la ville de Tel Aviv actuellement vit pas vraiment normalement, pas vraiment totalement confinée, mais j'ai envie de dire comme si c'était un week-end. Les rues sont assez calmes, les Israéliens sont très résilients, ils ont l'habitude des périodes de crise, mais étant donné qu'il y a toujours ces sirènes sur la banlieue sud de Tel Aviv, et évidemment la région du sud d'Israël qui est sous les missiles, on est conscient de la menace. Est-ce que malgré tout, la présence de ce bouclier antimissile est de nature à rassurer ? L'armée israélienne nous dit que 97% des roquettes envoyées depuis la bande de Gaza sont interceptées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est de nature à rassurer malgré les explosions autour de vous ? Évidemment, moi je suis arrivé en Israël, le dôme de fer n'existait pas. Moi, j'ai connu Israël à une époque où j'en arrivais, où les missiles, ça sonnait et ça tombait. Et on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'il y avait la sirène qui sonnait. Dans le sud d'Israël, on a entre 5, 10 et 15 secondes pour se mettre à l'abri. Et ça m'est arrivé parce qu'il m'arrivait de couvrir ce genre d'opération où la sirène sonne, la sirène n'a même pas terminé de sonner, que le missile tombe déjà à côté de vous ou sur votre maison. On ne pouvait strictement rien faire, juste après prier que ça ne tombe pas sur vous. Et lorsque le dôme de fer est entré en action, si mes souvenirs sont bons, dans le courant de l'année 2011, ça a été un vrai game changer, ça a tout changé. Et lorsque les premiers missiles sont tombés à Tel Aviv, il y a 10 ans maintenant, en 2012, le dôme de fer a tout juste eu le temps d'être déployé pour protéger la ville. Donc aujourd'hui, la plus grosse menace, c'est évidemment saturer le dôme de fer, c'est ce que le Hamas était capable de faire l'an dernier. Le djihad islamique n'en est pas capable en envoyant beaucoup de missiles et évidemment des débris, parce que les débris, ça tue lorsque ça vous tombe dessus, ou bien si ça tombe sur les vitres, ou si ça tombe sur votre voiture, ça peut tuer. C'est déjà arrivé dans le passé, donc c'est ça plutôt le risque. Aujourd'hui,
Lorsqu'on sait, comme on sait qu'il y a le dôme de fer, on sait qu'il faut se mettre à l'abri surtout d'un raté, comme je vous le disais, évidemment d'un débris d'obus qui pourrait tomber sur votre voiture, qui pourrait tomber sur votre vitre. Général Pellistrandi, précisez-nous justement ce que c'est ce dôme de fer, hein, ce bouclier antimissile. Alors c'est un système extrêmement sophistiqué qui est avec des radars qui permettent d'abord de détecter les tirs et ensuite avec des roquettes antimissiles qui vont aller détruire donc les roquettes tirées par les groupes terroristes. Donc c'est un efficace, 97%, c'est un taux de succès extrêmement important et qui de fait permet de préserver la vie des civils israéliens vivant non loin des territoires de la Palestine. Julien Baloul, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure avec notre reporter I24 News. C'est un dimanche particulier qui se prépare du côté de Jérusalem, une journée de commémoration. Du coup, ça rend ce dimanche encore un petit peu plus tendu. Oui, je le disais également ce matin, ce qui se passe à Jérusalem ne s'arrête jamais à Jérusalem. L'an dernier, le cycle de violence, c'était lié à des tensions à Jérusalem sur les lieux saints. La stratégie du djihad islamique, comme le djihad islamique actuellement est isolé, c'est de faire entrer d'autres groupes terroristes comme le Hamas ou comme d'autres groupes en Cisjordanie dans le conflit. Comme ça, Israël est un peu encerclé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce matin, ils ont tiré sur Jérusalem. Ils espèrent des tensions sur Jérusalem, sur les lieux saints, pour enflammer la région. Quand il y a du sang qui coule à Jérusalem, notamment sur les lieux saints musulmans ou juifs, ça ne s'arrête jamais à Jérusalem. Là, il y a des secousses dans l'ensemble du Moyen-Orient et parfois même jusqu'à plus loin encore. Il faut noter qu'aujourd'hui, je le lis à l'instant, l'Égypte demande un cessez-le-feu peut-être pour aujourd'hui 17h, peut-être pour 21h30. C'est la période la plus tendue. Pourquoi? Parce que chaque parti, et notamment le djihad islamique, voudra terminer sur une image de victoire. Actuellement, l'armée israélienne, d'un point de vue purement stratégique, a enchaîné les victoires. D'une part, ils ont éliminé tous les chefs militaires du djihad islamique. D'autre part, il n'y a pas de mort côté israélien. Et enfin, il n'y a pas eu encore trop de pression internationale. Donc, d'un point de vue stratégique, Israël a réussi. Et le djihad islamique a reçu un lourd coup. Et donc, le djihad islamique pourrait être tenté dans les dernières heures pour se sauver la face, de multiplier les coups, multiplier les missiles, notamment vers la zone de Tel Aviv ou vers l'ensemble des zones habitées. De toute façon, tous les missiles palestiniens sont vers les zones habitées israéliennes. Donc, ils pourront être tentés de faire ça. Et il suffirait qu'un missile tombe sur, on va donner un exemple terrible, sur une maison avec des enfants, ce genre de choses, et on repartirait vers un cycle de violence. Donc, les prochaines heures, si ce cessez-le-feu est confirmé par l'Égypte, les prochaines heures vont être cruciales pour éviter évidemment que les choses ne s'enveniment. Merci beaucoup Julien Baloul d'avoir répondu à nos questions, habitants de Tel Aviv. Peut-être une toute dernière question très brièvement, Général Pellistrandi. Est-ce que vous pensez que c'est parti pour durer? Il faut souhaiter que non. Comme le disait Julien Baloul, on va voir donc dans les heures qui viennent ce qui va se passer. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Hamas, qui est lui-même une organisation terroriste, ne prend pas part à ces opérations-là. Donc il y a peut-être une fenêtre d'opportunité et c'est la raison pour laquelle il faut espérer que le cessez-le-feu demandé par l'Égypte sera effectif d'ici quelques heures, voire quelques jours. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, pour tous ces éclairages. Merci également à Julien Baloul d'avoir été avec nous, spécialiste donc de la société israélienne. Retour en France maintenant avec ces nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassan Iquissen. On apprend aujourd'hui que l'homme était fiché S depuis 18 mois. Pour rappel, il était accusé par les autorités françaises de propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Vendredi, la justice administrative avait suspendu son expulsion vers le Maroc. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de cette décision. 15h12 sur BFM TV, on en vient à une toute autre actualité, à cette sécheresse historique en France. Tout le territoire est concerné, à commencer par la Bretagne. Des incendies d'ailleurs y ont brûlé plus de 300 hectares de végétation dans les départements du Morbihan et du Finistère. Les feux sont fixés dans le département du Morbihan depuis cette nuit. Et avec cette sécheresse, les pompiers sont évidemment engagés dans un nouveau week-end à haut risque. On le disait, partout en France, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, l'accès aux 25 massifs est interdit. Oui, dans le département, des opérations de prévention sont également organisées. On va voir comment ça se passe au parc national des Calanques, où les pompiers sont épaulés, vous allez voir, par des scouts, Thomas Herman.
Nous sommes au parc national des Calanques à Marseille avec un camp de scouts et guides de France qui sont basés à Lumini pour faire de la surveillance et de la prévention de feux de forêt. Agathe, toi tu es postée à l'une des vigies, c'est quoi ta mission aujourd'hui? Alors moi je suis de Vigie Marseille Vert, donc je vais surveiller les forêts pour voir s'il y a des risques de feu, donc des personnes qui se promènent dans le massif pour le signaler, car s'ils ont un mégot qui jette, c'est à risque de faire brûler toute une forêt. Justement, tu as des jumelles pour t'aider ou pas? C'est ça exactement, donc pour aller voir plus loin, je peux regarder par les jumelles pour avoir une signalisation plus importante. C'est ça exactement. On va retrouver Armel qui est justement à sa carte et sa boussole parce que la zone est assez grande. Qu'est-ce qu'on surveille comme direction et surtout avec quoi vous communiquez avec le poste de commandement? Alors nous on est là sur le point jaune. On a toute une vue sur Marseille et aussi derrière dans le massif. Donc dès qu'on a un signalement, enfin dès qu'on voit de la fumée, on essaye de positionner le plus précis possible la zone où il y a le problème. Et ensuite on communique cette information au poste de coordination qui lui reste au camp. Et donc on donne la zone la plus précise possible et qui lui va donner les ordres aux secours pour qu'ils interviennent. Merci beaucoup. Alors une mission qui est tout de même assez utile, notamment dans cette période de risque incendie assez élevé sur l'axe méditerranéen. Avec la règle des 3,30 qui s'applique, on a des températures au-dessus des 30 degrés, des vents supérieurs à 30 km/h et surtout un taux d'humidité dans l'air qui est en dessous des 30%. Le risque incendie qui va courir jusqu'en début de semaine, jusqu'à lundi prochain. Et pour refermer cette page météo, si le risque incendie est maximal, c'est aussi à cause de la sécheresse, mais aussi des températures qui repartent, ça y est, à la hausse. On s'attend en effet à une 4e vague de canicule la semaine prochaine avec des températures qui, au niveau national, auront une moyenne de 35 degrés sur tout le territoire français. C'est ça la différence de cette nouvelle vague de canicule qui nous attend, avec un pic qui sera probablement atteint vendredi. On en vient maintenant aux suites de ce rodéo urbain dans le Val d'Oise. Vendredi soir, 2 enfants ont été grièvement blessés à Pontoise. Une fillette de 10 ans est entre la vie et la mort. Un motard de 18 ans, lui, s'est rendu à la police hier avec son avocat. Retour sur les derniers détails et sur les faits avec Boris Karlamov sur place. L'accident est survenu vendredi soir au cours d'un rodéo urbain dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise. C'est en région parisienne. Peu après 21h, une moto a violemment percuté 2 enfants qui jouaient à chat en bas de leur domicile. 2 enfants qui ont été grièvement blessés. Il y a tout d'abord cette jeune fille âgée de 10 ans qui souffre d'un important traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé. Elle est hospitalisée à Necker à Paris. Deuxième victime, ce jeune garçon de 11 ans. Il a été grièvement blessé aux jambes. Il a été héliporté à l'hôpital d'Amiens, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Un jeune homme de 18 ans, le conducteur de cette moto, il s'est rendu ici hier après-midi au commissariat de Cergy, et ce après avoir pris la fuite avec d'autres complices de la dalle où s'est déroulé l'accident vendredi soir. Ce jeune homme de 18 ans, il est toujours en garde à vue. Sa garde à vue, elle peut durer jusqu'à 48 heures. Alors nous nous sommes rendus ce matin avec Laura Champion dans ce quartier de Pontoise. Le moins que l'on peut dire, c'est que c'est l'omerta qui règne. Le travail des enquêteurs est de plus en plus compliqué car les habitants préfèrent garder le silence. Ils risquent en fait d'éventuelles représailles. L'accident a eu lieu dans une zone qui n'a pas de vidéosurveillance. Voilà ce qui complique ardemment la tâche des enquêteurs aujourd'hui. On prend à présent des nouvelles de ce beluga qui est bloqué dans la Seine, dans le département de l'Eure, à 70 km de Paris. Ce mammifère qui refuse toujours de s'alimenter. Et pour en parler avec nous, Isabelle Doria-Pouzet, bonjour. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui encore. Vous êtes sous-préfète d'Évreux et secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. On vous avait entendu hier nous donner déjà des nouvelles de l'animal qui est bloqué depuis vendredi dans cette écluse où vous vous situez. De nouvelles pistes ont été envisagées. Pouvez-vous nous dire lesquelles pour essayer de maintenir dans le meilleur état de santé possible cet animal ? Oui, bonjour. Effectivement, le beluga est toujours dans le bassin dans lequel nous le maintenons depuis vendredi soir pour son bien, c'est-à-dire qu'il est en situation d'être observé, d'être soigné et autant que possible nourri. Hier après-midi, notamment, les vétérinaires ont pu l'approcher vraiment de très près et lui administrer à la fois des vitamines, des antibiotiques et des substances dynamisantes pour ouvrir son appétit.
essayer de voir si ça peut faire effet. Donc ces produits, ces injections l'ont dans un premier temps un peu fatigué et depuis ce matin on se rend compte qu'il est un tout petit peu plus dynamique. Pour autant, il semble qu'il ne mange toujours pas et sur ce point-là, en tout cas, il nous semble, l'ensemble des scientifiques, des vétérinaires qui nous entourent et qui nous conseillent, puisqu'on a 2 points par jour tous ensemble pour suivre la situation de ce beluga. Les scientifiques et les vétérinaires, les soignants considèrent, compte tenu de son état de maigreur, que c'est probablement un individu malade de très longue date, bien avant qu'il entre dans la Seine, et que c'est sa maladie qui fait qu'il ne s'alimente pas, et non pas parce que les produits qu'il trouve dans son bassin ne lui conviennent pas. On se souvient de cette orque qui était morte de faim dans la Seine. C'était il y a quelques mois, en mai dernier. Est-ce que là, on est sur le même type de risque? On craint clairement pour la survie de ce beluga. Il a été question d'une possible euthanasie, mais ça a été mis de côté par les associations et vétérinaires. Alors, c'est pas tant les associations et les vétérinaires, c'est l'ensemble du collectif qui travaille sur ce sujet avec les services de l'État, l'OFB, le SDIS et effectivement les associations en charge de la faune sauvage et les professions, les scientifiques aussi, les chercheurs. À ce stade, alors l'euthanasie n'est pas envisagée, en tout cas à court terme, puisque l'animal nage convenablement, se tient bien et il est encore tonique, donc l'euthanasie serait prématurée. En revanche, c'est quelque chose que malheureusement tout vétérinaire est en devoir d'envisager si l'animal devait en venir à souffrir énormément et être en détresse, comme tout autre animal, qu'il soit sauvage ou domestique. Isabelle Dorlia-Pouzet, pour conclure, pouvez-vous nous dire si la navigation est donc toujours bloquée, on l'imagine, autour de cette écluse? Vous me disiez hier que ça avait été le cas avec le concours des voies navigables de France. Alors la navigation n'est pas du tout bloquée, je vous rassure, et je rassure surtout les riverains, ceux qui traversent l'écluse. Ce beluga a eu la très très bonne idée de rentrer dans un bassin, dans une écluse où il y a plusieurs bassins, et donc on a pu bloquer un bassin sans bloquer pour autant la navigation. Donc tout se passe bien et nous travaillons avec VNF, Voies navigables de France, qui nous aide énormément et qui nous permet de rester avec le beluga le temps qu'il faut pour trouver une solution pour lui, en fonction de son état de santé, des moyens techniques sur lesquels nous travaillons avec l'ensemble de la communauté scientifique, sanitaire, associative et surtout les services de l'État pour trouver la bonne solution, probablement en début de semaine. Merci beaucoup Isabelle Dorlia-Pouzet, sous-préfète d'Évreux, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. C'est vos vacances maintenant sur BFM TV, rubrique que vous retrouvez tout l'été. Et quand les températures grimpent, les grottes constituent un bon moyen de se mettre au frais tout en profitant d'une belle découverte. Située dans le massif du Vercors, la grotte de Chorange constitue un détour incontournable pour les amateurs de cavités. Visite guidée dans ce lieu d'exception avec Olivier Jouglard et Alexia Prunier. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Donc vous pouvez regarder tant que vous voulez, mais on ne touche à rien, c'est très important. Dernière consigne avant une balade unique. Alors que le mercure affiche près de 35 degrés, ces visiteurs, eux, enfilent une petite veste. Car ici, sous terre, il fait à peine 10 degrés. C'est un bon plan, ouais. Ça fait frais, c'est agréable. Un îlot de fraîcheur, mais aussi un moment hors du temps. Dans cette cavité, découverte à la fin du 19e siècle, les rivières serpentent sur plusieurs kilomètres. Et au-dessus, les stalactites, parfois longues de 3 mètres, hypnotisent ses visiteurs. Quelques mètres plus loin, ils découvrent aussi, grâce à Loïc, leur guide, un monde souterrain jusqu'ici inconnu. C'est ce qu'on appelle des animaux cavernicoles. Et c'est le cas donc de cet étrange animal que vous pouvez voir ici dans les aquariums, le protée. Ces derniers jours, ce lieu attire près de 1500 visiteurs, contre 1 millier en temps normal. Actuellement, c'est vrai qu'on connaît vraiment ces journées où on est quasiment à 100% de notre capacité, dû justement au fait qu'on cherche cette fraîcheur. Ouais. Le parcours guidé se termine dans la grande salle de la cathédrale, haute de 25 mètres.
Et pour finir en beauté, un spectacle de son et lumière est projeté sur la grotte. Une façon de mettre encore un peu plus en valeur ce patrimoine d'exception. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 15h22, restez avec nous à suivre sur BFM TV. La justice avait rejeté son expulsion ordonnée par Gérald Darmanin, mais un nouvel élément est révélé au sujet de l'imam Hassani Hussein. Le prédicateur est fiché S depuis 18 mois. Alors, est-ce que le tribunal avait connaissance de cette information? On vous en parle dans notre prochain journal. A tout de suite. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. L'Express, s'informer pour réussir. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée du programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une soixantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 64% de réduction sur le premier mois de votre programme. Alors, si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Pourquoi un compte, ça coûte bonbon? Et pourquoi une carte, ça coûte un bras? Et pourquoi tout ça, ça coûte la peau des fesses? Avec Nickel, un compte, ça coûte juste 20 €. Oui, oui, 20 €. Alors, qui dit mieux que moins cher? Qui? Nickel, un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre goraliste. Rejoignez le mouvement. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. » Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime, je suis prêt pour l'été. Alors pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Envie de mieux protéger votre commerce et vos salariés? Découvrez Vérissure Pro, l'alarme conçue spécialement pour les commerçants et petites entreprises, avec caméra connectée 24 h sur 24, bouton panique et appel aux forces de l'ordre. Vérissure Pro, offrez à votre entreprise et vos salariés la protection qu'ils méritent. Rendez-vous vite sur vérissure.fr/pro pour demander votre devis gratuit et profiter des offres exceptionnelles de l'été. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Votre programme avec Siligom. Siligom, pneus, mécanique et entretien auto pour rouler en toute sérénité.
15h27, on fait le point sur vos conditions de circulation. Ce deuxième week-end de chassé-croisé de l'été, vous le voyez au niveau national. Bison futé voie vert dans le sens des départs comme des retours. Et c'est orange dans le sud-est, dans les deux sens de circulation. Restez prudents sur la route. 15h27 sur BFM TV, c'est l'heure de la météo. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. C'était votre programme avec Siligom. Siligom, pneus, mécanique et entretien auto pour rouler en toute sérénité. La météo. Regardez la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. Et c'est reparti pour une semaine éprouvante. Troisième vague de chaleur qui se poursuit ou une quatrième vague de chaleur qui va se mettre en place. Quoi qu'il en soit, les températures vont rester très élevées. Et nous avons toujours le Gard et le Vaucluse en vigilance canicule. De nombreux autres départements devraient s'ajouter à cette carte dans ces prochains jours. On est toujours sous la protection de cet anticyclone, une France largement dégagée. Donc ces températures qui vont grimper. Demain matin, du plein soleil, un léger voile nuageux sur l'ouest. Toujours un petit peu de vent de secteur nord-est, un petit peu de mistral en Méditerranée. Dans l'après-midi, on conserve le soleil, toujours ce voile de nuages sur l'ouest. Des bourgeonnements nuageux sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur le relief corse qui pourront apporter un petit coup de tonnerre et des températures donc qui vont encore une nouvelle fois faire l'actualité tout au long de la semaine. Demain matin, des températures en hausse déjà au nord, 17 degrés. Du côté de Nantes, il fera 19 à La Rochelle, on attend 15 à Paris et sur les régions les plus au sud, là aussi des valeurs très élevées, notamment en Méditerranée, toujours 24 à Nice dans le courant de l'après-midi. Le mercure qui grimpe d'un cran à nouveau déjà sur les régions du nord. Regardez les 30 degrés et plus qui se propagent du pays, juste la frange près de la Manche là qui reste à l'écart. Il fera 30 degrés à Paris, on attend encore 36 degrés du côté de Montpellier, du plein soleil mardi et des températures qui vont continuer de progresser jusqu'à 33 degrés par exemple à Nantes. Vous avez regardé la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. 15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui, la justice avait rejeté son expulsion ordonnée par Gérald Darmanin. Mais un nouvel élément est révélé au sujet de l'imam Hassan Iquioussen. Le prédicateur était fiché S depuis 18 mois. Alors le tribunal administratif avait-il connaissance de cette information? On vous en parle notamment avec notre invité dans ce journal. Dans l'actualité également, cette sécheresse dans tout l'Hexagone, y compris en Bretagne, en proie aux incendies. Et ça ne va pas s'arranger avec cette nouvelle vague de forte chaleur qui va déferler toute la semaine. Il va faire 35 degrés en moyenne sur tout le territoire et le pic des températures est attendu vendredi. L'escalade de violence se poursuit aujourd'hui dans la bande de Gaza et aucun signe de répit pour l'instant à l'horizon entre Israël et le groupe Djihad islamique. Des roquettes ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien selon l'armée. On fera le point sur la situation dans ce journal, à savoir que l'Égypte a demandé un cessez-le-feu dans ces tensions. La guerre en Ukraine également dans l'actualité, les autorités britanniques estiment que la guerre est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. L'armée russe serait en train de masser des troupes en prévision d'une contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson. Le point sur la situation dans quelques instants avec Nicolas Quadou. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen. Son expulsion avait été rejetée ensuite par la justice administrative. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Mais on apprend désormais, c'est la nouvelle information, que ce prédicateur était fiché S depuis 18 mois maintenant. On en parle avec notre invité Patrick Vignal. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Tout d'abord, quelle est votre réaction à la révélation de ce nouvel élément ? Écoutez, je pense que fiché S, il y a à peu près 17 000 à 18 000 personnes qui sont fichées S à plusieurs niveaux de gradation. Mais regardez le dossier de ce monsieur. Il est né dans 1964. À la majorité, il n'a pas voulu prendre la nationalité française. Quelque temps après, la demande, elle est refusée. Alors que la fratrie, elle, a pu accepter et devenir français ou simple nationalité ou double nationalité. C'est quelqu'un à qui on a payé des études, puisqu'il a fait une licence et un DEA. Donc c'est quelqu'un qui est érudit. Et qu'est-ce qu'on voit dans son parcours? En fait,
on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'aime pas la République, qui n'aime pas la France. Preuve en est qu'à un moment donné, si vous voulez, il aurait pu effectivement avoir un parcours classique qu'il n'a pas. Et donc, moi, je suis très gêné par ces frères musulmans parce qu'en fait, ils n'aiment pas nos lois. Ils plaident la charia, mais quand ça les sert pour rester sur le territoire français, ils s'en servent. Donc là, je pense que le fait que le Maroc donne un laissez-passer, il a saisi le tribunal administratif. Alors je sais qu'il y a une famille et des petits-enfants, mais vous savez, on ne peut pas continuer avec des gens qui prêchent la haine. Comment quelqu'un qui dit en 2018 que les femmes doivent rester à la maison? Comment quelqu'un qui dit un étudiant qui ne peut pas réviser avec une fille dans la même salle? Comment quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas qu'il aille au restaurant avec une fille, sauf s'il y a les parents? C'est plus possible ces discours de haine. Ça dessert la communauté musulmane et ça dessert la France aussi. Donc vous remettez en cause et vous pensez que cet élément, le fait donc que cet imam soit fiché S, c'est de nature à remettre en cause la décision administrative qui a été rendue? Ce que j'ai cru comprendre avec des pincettes, c'est que le tribunal administratif dit qu'il a une famille en France, il a sa vie en France. Mais moi, j'ai envie de penser autrement. Ok, certainement qu'il a sa famille en France, mais des gens comme ça sont des prêcheurs de haine. Ils mettent les gens dos à dos. Ils mettent à la fois les Français dos à dos. Et j'espère, je ne vous cache pas qu'à la rentrée, on aura un débat apaisé avec nos collègues parlementaires, dont certains qui se sont félicités que cet imam ne soit pas renvoyé chez lui. Très franchement, il faut qu'on ait une société apaisée. Le monde est en train d'exploser. En ce moment, vous voyez bien qu'il y a des guerres partout. Et donc, sur le territoire français, je n'ai pas envie déjà d'exporter ce qui se passe en Israël et en Palestine. On a besoin d'avoir un discours apaisé. Et donc, cette personne, pour moi, n'a rien à faire sur le sol français. Il doit rentrer au Maroc. Et puis, essayons effectivement d'avoir un autre débat. On ne peut pas avoir ça. Vous savez, moi, je vous invite dans les mosquées montpelliéraines. Ça se passe excellemment bien. On a des gens qui aiment la République. Vous vous rendez compte qu'à l'âge de la majorité, ils refusent la nationalité française, alors que moi, je connais des tas de jeunes qui ont traversé la Méditerranée, qui veulent aimer la France, qui veulent des cartes de séjour, qui veulent travailler chez nous, et cela, on leur refuse. Merci beaucoup Patrick Vignal de nous avoir donné votre opinion sur cette nouvelle révélation de cet imam Issa Nikusen qui est donc fiché S, alors que le tribunal administratif a donc décidé qu'il ne serait pas expulsé suite à la demande de Gérald Darmanin. Toute autre actualité à 15h35 sur BFM TV, on en vient à la chaleur, à la sécheresse qui sévissent en France depuis plusieurs semaines maintenant et à leurs conséquences. Thomas Herman, vous êtes notre envoyé spécial dans le parc naturel des Calanques, dans les Bouches-du-Rhône. On sait que le département est très exposé à la chaleur, à la sécheresse et au risque d'incendie en particulier. Vous êtes justement avec des scouts qui font de la prévention aujourd'hui auprès de la population pour éviter tout risque de feu. Effectivement, face à ce risque d'incendie assez marqué sur l'axe méditerranéen, il faut forcément faire de la prévention auprès des usagers des Calanques. Alors ici, on est à Marseille, dans le parc national des Calanques. Elles étaient fermées hier, elles sont de nouveau accessibles aujourd'hui, mais tout de même avec beaucoup de prudence. On va retrouver des scouts et guides de France, à la fois de Lannion et du Mans. Bonjour à vous. C'est quoi votre mission pour cet après-midi? Racontez-moi. Cet après-midi, on est en patrouille. Notre but, c'est de faire de la prévention pour les passants, les promeneurs, afin de prévenir contre les risques d'incendie, donc tout ce qui est cigarettes, le feu, etc. Vous avez une carte, ça vous sert à quoi là? C'est pour permettre de voir, en gros, on est parti d'ici. Et on est ici. Et on va faire tout le chemin en aller-retour. Et si jamais vous croisez des personnes, vous répondez à leurs questions, vous faites de la prévention avec elles. Voilà, c'est ça. Vous avez fait d'autres missions ou pas depuis que vous êtes arrivé ici? Oui, on a par exemple les vigies. On est sur des points hauts, on observe tout le massif et on signale des fumées. On doit être capable de les décrire. Et votre radio vous sert à quoi là? Elle nous sert à communiquer avec le poste de coordination directement pour lui donner des infos et notre position. Donc là, vous allez marcher, remonter, puis redescendre après pour essayer de croiser du monde pour répondre à leurs questions s'il faut. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, il fait pas trop chaud quand même là? Il fait un peu chaud, mais ça risque d'aller. Bon, merci à vous et bon courage, passez une bonne après-midi. Vous l'aurez compris, tout est bon donc pour faire de la prévention auprès des usagers, à la fois des massifs qui sont ouverts au public et ceux qui sont fermés. Ça change forcément d'un jour à l'autre, mais là, le risque dans les Bouches-du-Rhône est un petit peu redescendu par rapport à hier. Tout de même, il faut rester vigilant. Thomas, surtout qu'on annonce des températures qui vont remonter, notamment dans les Bouches-du-Rhône dans les prochains jours, et peut-être même dès aujourd'hui, il faut être vigilant.
Oui, effectivement, aujourd'hui, localement, sur l'axe méditerranéen, on va avoir jusqu'à 37 degrés. Ces fortes températures vont durer encore pendant plusieurs jours, avec une fourchette de température entre 33 à 36 degrés, au moins jusqu'à mercredi prochain. C'est pour ça qu'il y a un risque qui est marqué d'incendie jusqu'à lundi. C'est à la fois un facteur de 3 conditions météorologiques. Le premier, c'est la température, qui sera autour de 35 degrés. Les vents également, de Mistral, qui est encore présent, ainsi que la tramontane dans certains secteurs, entre 30 à 50 km/h. Et surtout, le taux d'humidité dans l'air qui est en dessous des 30%, ce qui donne un facteur assez explosif pour les sapeurs-pompiers, notamment avec le risque incendie. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Comment ça va évoluer dans les prochains jours? Eh bien, même s'il va faire chaud, on va perdre en intensité en termes de vent, donc ce sera un petit peu plus facile pour les sapeurs-pompiers. Mais on assiste encore cet après-midi à de nombreux départs de feu, à la fois dans les Bouches-du-Rhône, dans le département de l'Hérault, dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est pour ça que l'ensemble des sapeurs-pompiers sont mobilisés dans les casernes prépositionnées et interviennent dès que possible pour surtout maîtriser un départ de feu naissant. C'est la stratégie en France pour maîtriser un feu. Je termine sur un chiffre que vous connaissez désormais. On est à plus de 47 000 hectares de végétation ravagée par les flammes depuis le 1er janvier. C'est assez considérable. Je vous rappelle qu'au 1er juillet de cette année, nous étions seulement à 20 000 hectares. Merci Thomas Herman avec Dominique Berthaud en direct de Lumini dans les Bouches-du-Rhône. Et on fait le point avec Sandra Larue qui nous a rejoint en plateau. Sandra Larue, quelle est la situation au niveau national? On le disait, il va faire très chaud ces prochains jours et ça va concerner tout le monde. Et oui, une nouvelle fois, c'est vrai que c'est un été exceptionnel, cet été 2022, puisque c'est reparti en effet, ou alors ça continue, puisque finalement on ne sait pas trop si on parle d'une 4e vague de chaleur ou si on parle simplement de cette 3e vague de chaleur qui a débuté le 31 juillet et qui va se poursuivre et donc s'intensifier la semaine prochaine. On parlera probablement à nouveau de canicule. Alors, on a toujours ces 2 départements en vigilance orange, le Gard, le Vaucluse. Les températures restent très élevées. A priori, ces 2 départements vont rester en vigilance orange. On va avoir à nouveau une hausse progressive des températures. Déjà cet après-midi, on a une petite hausse sur les régions du Nord, donc c'est assez sensible, pas vraiment très marqué, mais quand même les températures se réchauffent, en tout cas remontent. 28 à Paris, 30 degrés à Strasbourg, à Dijon, 31 degrés du côté de La Rochelle, et ce n'est qu'un début puisque tout cela va être très progressif. On va conserver donc ce manque de pluie, cet ensoleillement parfait. On est toujours sous la protection de l'anticyclone. S'il y a quelques précipitations, quelques averses orageuses, ce sera essentiellement sur les reliefs. Et puis on a à nouveau, donc progressivement, ce dôme de chaleur du Sahara qui va venir sur l'ensemble du pays et qui va concerner donc l'ensemble du pays, cette masse d'air qui va rester bien rouge. On va avoir une évolution progressive des températures. Alors ça va se stabiliser tout au long de la semaine sur les régions du sud. On sera toujours dans des valeurs très élevées et au nord, eh bien, ça va grimper. Vous le voyez, on a un pic qui va s'installer entre jeudi et la fin de semaine. Donc on va voir tout cela dans le détail. On a des températures demain après-midi qui vont déjà grimper. Les 30 degrés seront atteints à l'échelle nationale, voire même atteints, voire même dépassés. 32 degrés du côté de Nantes, à Dijon déjà, 30 degrés tout juste à Paris, 31 à Strasbourg. Sur les régions du sud, évidemment, ça reste très chaud, 36 à Montpellier. Mardi après-midi, on monte encore d'un cran, donc on dépasse les 30 degrés largement sur les régions du Nord, avec 33 degrés au Mans, à Dijon, à Strasbourg, 31 à Paris. Évidemment, toujours cette chaleur qui reste très marquée au sud, 36 sur le sud-ouest. Alors, je vous parle des températures de la journée, mais évidemment, les températures de la nuit vont rester également très élevées. On ne descendra pas par endroits en dessous des 20 degrés. Et vous voyez, ça va s'intensifier encore par l'ouest. Même scénario que le 18 juillet dernier. Par l'ouest, on attend encore 35 degrés du côté de La Rochelle et de Nantes, mais a priori, pas de 40 degrés du côté de Brest, comme on avait pu le vivre ces derniers temps. Le pic, jeudi, vendredi. Après, a priori, donc ce sera à confirmer avec Météo France, l'échéance est encore un petit peu lointaine, mais on pourrait avoir une petite dégradation orageuse qui va se mettre en place par l'ouest, donc de l'air un petit peu plus frais, un peu moins chaud en tout cas, qui pourrait faire baisser, mais là aussi très progressivement les températures. Dimanche, encore 32 degrés de moyenne au nord et au sud. Merci. Merci Sandra Larue donc pour ces prévisions qui s'annoncent très chaudes. Un mot maintenant d'actualité internationale. On vous en parle sur BFM TV de ce regain de tension au Proche-Orient dans la bande de Gaza avec des tirs donc qui ont fait au moins 30 morts donc dans la région. On a appris tout à l'heure que Israël a accepté une trêve proposée par
l'Égypte. Un bilan d'environ 31 personnes mortes, dont 6 enfants, selon le ministère de la Santé à Gaza, et qui est contredit par les autorités israéliennes, qui assurent que les enfants palestiniens ont été tués par un tir de roquette raté du djihad islamique vers l'État hébreu. L'organisation qui revendique, elle, avoir tiré des roquettes sur Jérusalem pour la première fois depuis le début des hostilités vendredi. Tous les détails dans nos prochaines éditions. Restez avec nous dans quelques instants sur BFM TV. On va faire le point sur la situation de ce beluga qui refuse toujours de s'alimenter. On suit la situation sur place dans l'heure, donc à 70 km de Paris. A tout de suite. T'es tombé ? Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Moi, c'est Marion. Depuis que j'ai quitté Paris, je rencontre tous les professionnels du reblochon. Alors quand je mange du reblochon, je pense à Jean-François, Tristan, Isaline ou encore Ernestine. Je la reconnais bien, la Ernestine. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Acheter chez Autosphère. Et ils ont du choix. T'as le choix entre plus de 25 marques et plus de 15 000 véhicules. T'as le choix dans plus de 250 points de vente partout en France ou sur Internet. Pour bien choisir, choisissez Autosphère. Eh ouais. Découvrez notre sélection de véhicules à petit prix en concession et sur autosphère.fr. Vos cheveux ont tendance à tomber? Découvrez le shampoing anti-chute Luxéol. Enrichi en extrait de kératine, il diminue la chute de cheveux de 42%. Une formule cliniquement prouvée. Le shampoing anti-chute disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme shampoing Luxéol. Quand vous commandez Comme J'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine, et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejeaime.fr. Commejeaime.fr. Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir? Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre ses portes à 200 franchisés avec un droit d'entrée à partir de 30 000 €. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com. L'Express, s'informer pour réussir. Ah, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 319 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Mais qu'est-ce que tu fais?
C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. – 15h47 sur BFM TV. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. On va revenir ensemble sur cette escalade de la violence qui se poursuit dans la bande de Gaza. Aucun signe, si un signe de répit justement, on vous le disait tout à l'heure, puisque Israéliens et le groupe djihad islamique auraient accepté une trêve, nous dit-on, proposée par l'Égypte, trêve qui démarrerait ce soir à 20h. Une information, attention, qui n'a encore pas été confirmée par les porte-paroles des deux camps. À la une également, la justice avait rejeté son expulsion ordonnée par Gérald Darmanin. Mais un nouvel élément est révélé au sujet de l'imam Hassan Iqwisen. Le prédicateur est fiché S depuis 18 mois. Le tribunal avait-il connaissance de cette information? Les détails dans ce journal. Et d'abord, les suites de la guerre en Ukraine. À présent, le ministère de la Défense britannique estime que la guerre est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Pour faire le point, on est avec Nicolas Coadou, notre envoyé spécial à Kiev. On apprend, Nicolas, que l'armée russe serait en train de masser des troupes en prévision d'une contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson. Eh bien oui, et ici en Ukraine, tout porte à croire effectivement qu'une contre-offensive massive se prépare de la part des forces armées ukrainiennes dans le sud-est du pays. Plusieurs signes annonciateurs. Déjà, la vice-première ministre a annoncé hier de nouvelles évacuations de populations civiles dans la ville de Kherson. Vous l'avez dit, également à Zaporizhzhia. Vous le savez, c'est là que se situe la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui avait été touchée par des frappes pas plus tard qu'il y a 2 jours. Selon la ministre, des évacuations qui ont bien lieu pour préserver les populations civiles d'une éventuelle contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Un petit peu plus tôt dans la semaine, c'était la région de Donetsk qui était évacuée. 250 000 personnes à évacuer, mais à l'heure où on se parle, seulement 5 000 d'entre elles sont parties de chez elles. Il reste encore du travail. Un dernier point tout de même, cette fois c'est à Mykolaïv. Le gouverneur a annoncé une fermeture totale de la ville. Personne ne rentre, personne ne sort. Les habitants sont invités à rester chez eux. L'objectif, c'est de traquer d'éventuels traîtres, des agents infiltrés russes en outre qui pourraient compromettre la contre-offensive en préparation. Mais encore une fois, impossible de savoir quand elle pourrait avoir lieu. Merci Nicolas Coadou pour ces précisions en direct de Kherson avec Julie Rosaire pour BFM TV. Tout de suite, l'un de vos rendez-vous de l'été, ma recette avec un chef. Et c'est Pascal de la Tour de Pin que l'on retrouve dans les cuisines du Georges V. Elle nous prépare un cœur de saumon tiède. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que Christian Pesquer nous accueille dans ses cuisines. 3 étoiles. 3 étoiles Michelin. On est au 5 à Paris. C'est le temple de la gastronomie française. Est-ce que je t'ai bien présenté? On peut pas mieux faire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je te fais un petit saumon avec des perles de légumes. Alors, Christian, on commence par quoi? Là, tu vas prendre des petites carottes. Et tu vas faire des petites billes, tu vois. Tu roules, voilà. Hein. Tu fais faire ça aux enfants, tu vois. Ah ouais, c'est génial. Regarde, j'ai ton talent. Hein. Ben voilà, regarde, tu vois. Je vais pas être embauché. Voilà, et là, tu me fais des petites billes de navet, pareil. D'accord. Alors, carotte, navet. Tu rentres dedans, tu tournes. Ah oui, il faut vraiment tourner, d'accord. Voilà. Je rentre. Voilà. Super idée. Ok. Une fois que tu as ça, on en fait quelques-uns. Avec le concombre. Le navet, concombre, carotte. Super, bah tu vois que tu réussis bien. Voilà, super. Non, c'est très joli. Hein, tu vois les belles couleurs? C'est appétissant, c'est joli. Une fois que tu les as, tu as préparé de l'eau, bouillante. On va les mettre. On va cuire la carotte un petit peu qui est plus dure. Après, le navet. C'est moins dur que la carotte. Un peu moins. On va les faire cuire. Et au dernier moment, on va mettre des concombres. Bon, montre-nous le saumon. Va chez le poissonnier. Oui. C'est ça? Chez le poissonnier ou dans un supermarché, on prend un morceau de saumon fumé. Vous voyez combien de centimètres? 1 centimètre, un gros centimètre. Tu vois? Voilà. C'est beau. Là, nos billes sont à peu près cuites. On va finir. Voilà, les petites billes de concombre qu'on rajoute. Un coup d'ébullition. On va les laisser un peu croquantes. Regarde que c'est beau. C'est beau. On va faire un petit beurre blanc. On prend un peu d'échalote. Ciselé très très fin. Ouais. On va mettre un peu de vin blanc.
on va cuire ça doucement. On va mettre un peu de crème. Ah, tu mets de la crème, d'accord. On appelle ça un petit beurre à nantais. Et on prend un peu de beurre. Oui, salé. Breton. Hors de question que ce soit autre chose. Ah c'est bah, ça. bien sûr. Ah, oui. Faut que ça soit très joli. très liquide finalement. D'accord. Alors tu vas prendre tes légumes, tous tes légumes, tu vas les mettre à réchauffer dans ce petit beurre. D'accord. Regarde comme c'est beau. Et là, beaucoup de jus. Voilà. Et là, on peut mettre des petites fleurs. Ah, c'est des petites pensées. Tu vois? Ah bah là, ça change tout. 2 petites pensées dans l'assiette. Entre fleurs. Regarde ça, cette merveille. Ah, je vais te faire goûter, tu vas voir. Quelques légumes. Un peu de sauce. T'as le moelleux, t'as le croquant. Et surtout, t'as beaucoup d'amour dans les assiettes. Beaucoup d'amour. Refaites-le à la maison, vous allez faire un tabac. Merci Christian. Merci beaucoup pour cet accueil et ce plat merveilleux. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Des nouvelles du beluga bloqué dans la Seine au niveau d'une écluse dans l'Eure à 70 km de Paris. L'animal qui reste calme refuse toujours de s'alimenter. Alors au vu de son état psychologique, les vétérinaires lui ont administré des vitamines hier. En tout cas, l'option de l'euthanasie est exclue pour le moment, mais sa surveillance se poursuit, comme nous l'explique Lami Essem Lami, présidente de l'ONG Sea Shepherd. La principale inquiétude, c'est cette absence d'alimentation. Sea Shepherd a contacté un expert québécois qui travaille depuis une trentaine d'années avec les belugas. On lui a envoyé toutes les images, les photos, les vidéos, la description du comportement de l'animal. D'après lui, le fait qu'il ne s'alimente pas n'est pas l'origine du problème, c'est plutôt un symptôme d'une maladie dont il pourrait être porteur. Il n'est pas particulièrement inquiet par rapport aux tâches. En revanche, elle donne une indication sur le temps qu'il a passé dans la Seine, puisque s'il avait passé beaucoup de temps dans la Seine, les tâches seraient beaucoup plus importantes. Et 15h54, on fait le point sur la météo. Regardez la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. Et c'est reparti pour une semaine éprouvante. 3e vague de chaleur qui se poursuit ou une 4e vague de chaleur qui va se mettre en place. Quoi qu'il en soit, les températures vont rester très élevées. Et nous avons toujours le Gard et le Vaucluse en vigilance canicule. De nombreux autres départements devraient s'ajouter à cette carte dans ces prochains jours. On est toujours sous la protection de cet anticyclone, une France largement dégagée. Donc ces températures qui vont grimper. Demain matin, du plein soleil, un léger voile nuageux sur l'ouest. Toujours un petit peu de vent de secteur nord-est, un petit peu de mistral en Méditerranée. Dans l'après-midi, on conserve le soleil, toujours ce voile de nuages sur l'ouest. Des bourgeonnements nuageux sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur le relief corse qui pourront apporter un petit coup de tonnerre. Et des températures donc qui vont encore une nouvelle fois faire l'actualité tout au long de la semaine. Demain matin, des températures en hausse déjà au nord, 17 degrés. Du côté de Nantes, il fera 19 à La Rochelle, on attend 15 à Paris. Et sur les régions les plus au sud, là aussi des valeurs très élevées, notamment en Méditerranée, toujours 24 à Nice dans le courant de l'après-midi. Le mercure qui grimpe d'un cran à nouveau déjà sur les régions du nord. Regardez les 30 degrés et plus qui se propagent à l'ensemble du pays. Juste la frange près de la Manche là qui reste à l'écart. Il fera 30 degrés à Paris. On attend encore 36 degrés du côté de Montpellier, du plein soleil mardi et des températures qui vont continuer de progresser jusqu'à 33 degrés par exemple à Nantes. Vous avez regardé la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. Votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée. C'était votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée.
suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, j'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Avant Maya, je l'aurais attaqué. Maintenant, nous sommes amis. Feliway Optimum, pour une sérénité renforcée de toute la famille. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Là, c'est Anne-Laure et Louise. Ce sont des clientes comme j'aime. Louise a perdu 44 kilos. Avant, elle était très gênée dès qu'il faisait chaud. Anne-Laure, elle, a perdu 12 kilos. Avant, elle était un petit peu complexée. Mais aujourd'hui, c'est fini. Souvent, les gens pensent que tout est faux. Et pourtant, je suis loin d'être une actrice. Je suis conductrice de bus et j'ai réellement perdu 44 kilos grâce à Comme J'aime. J'ai perdu 12 kilos, j'ai retrouvé mon dynamisme. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je suis beaucoup plus heureuse. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Marcel Pagnol, l'intégrale de son œuvre dans une superbe collection de livres. Et avec vos premiers numéros, un fascicule exclusif. Le numéro 1, La gloire de mon père, 3,99 € seulement. Rentrée Discount, c'est plus de 10 000 produits, avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... RentréDiscount.com. Rejoignez la famille Fast and Furious et collectionnez les voitures les plus mythiques de la saga. Le numéro 1, la Dodge Charger pour 2,99 € chez votre marchand de journaux. Putain, je suis Autosphère. Et ils ont du choix. T'as le choix entre plus de 25 marques et plus de 15 000 véhicules. T'as le choix dans plus de 250 points de vente partout en France ou sur Internet. Pour bien choisir, choisissez Autosphère. Eh ouais. Découvrez notre sélection de véhicules à petit prix en concession et sur autosphère.fr. Regardez, si je la mets là, hop, et on souffle dessus. Plus rien. Elle est où ma pièce? Bah, elle est plus là. Roland. C'était juste un tour, enfin, c'est juste... Rends-la moi. Je la mets, ok, pardon. Voilà. Je pensais pas que ça prendrait des... Bonne soirée. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. 16h tout pile sur BFM TV, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, c'est tension dans la bande de Gaza où 31 Palestiniens sont morts. On apprend qu'Israël aurait accepté une trêve proposée par l'Égypte à compter de ce soir 20h. Le Caire qui précise être dans l'attente de la réponse palestinienne. Des négociations sont en cours. De nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassan Iqwisen. On apprend aujourd'hui que le prédicateur était fiché S depuis 18 mois. Vendredi, la justice administrative avait pourtant suspendu son expulsion vers le Maroc. Le ministre de l'Intérieur avait fait appel de cette décision. On va se pencher sur cette question. La justice savait-elle que le prédicateur était fiché S? Et puis les conséquences de cette sécheresse historique en France, alors que les températures repartent à la hausse, le risque d'incendie est majeur. En Bretagne, plus de 300 hectares ont brûlé. Dans les Bouches-du-Rhône, on suivra une opération de surveillance menée par des scouts. Et le beluga, bloqué toujours dans la Seine, survivra-t-il? L'animal ne se nourrit toujours pas ce dimanche, malgré un changement d'alimentation. Et malgré l'administration de vitamines, son transport n'est toujours pas possible pour le moment, mais les spécialistes écartent la piste de l'euthanasie à ce stade. Reportage à suivre.
Et d'abord donc retour sur ces tensions au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, alors qu'on a appris tout à l'heure qu'Israël avait accepté une trêve proposée par l'Égypte. L'Égypte qui attend toujours la réponse du côté palestinien. En attendant, on va revenir sur ces heures de tension sur place. On fait le point avec Juliette Andrieux et Chloé Barbeau. C'est un espoir après 48 heures de violence. Israël a accepté une trêve proposée par l'Égypte. Ce matin encore, de nouvelles salves de roquettes ont été tirées vers l'État hébreu. Les sirènes d'alerte ont retenti jusqu'à Jérusalem, alors que des centaines d'Israéliens se rassemblaient dans la vieille ville à l'occasion d'une fête juive. Mais grâce au système de défense antiaérien appelé Dôme de fer, aucune victime. Pareil ce matin à Sderot, tout près de la bande de Gaza. À terre, le reste d'une roquette interceptée juste à temps. Depuis vendredi, l'armée israélienne dit avoir essuyé en tout près de 580 tirs de roquettes. Cette nuit, des terroristes du djihad islamique ont tiré une roquette en direction d'Israël, qui est retombée à l'intérieur de Gaza, touchant une maison palestinienne dans le quartier de Jalabia et tuant tragiquement au moins 4 enfants. Il y a une vidéo qui documente ça. Il n'y avait aucune activité israélienne dans la bande de Gaza, dans cette zone à ce moment-là. Du côté de la bande de Gaza ce matin, au milieu des immeubles éventrés, les habitants de Rafah récupèrent ce qu'ils peuvent. Une frappe israélienne a détruit cet immeuble hier. La cible Khaled Mansour, un haut commandant du groupe djihad islamique. 2 autres membres ont été tués ainsi que 5 civils. C'était horrible. Ils ont visé la maison avec 5 ou 6 roquettes. Il y avait des morceaux de corps par terre. C'est horrible. Ils ciblent les gens. Ils ciblent les personnes sans défense qui sont en sécurité chez eux. Ils ciblent les enfants et les personnes âgées. Ils n'ont aucune pitié. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 29 personnes dont 6 enfants sont mortes et 253 ont été blessées depuis vendredi. Et pour aller plus loin sur cette actualité, on est en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes analyste en géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Nous sommes toujours en ligne avec Julien Baloul, également spécialiste de la société israélienne qui habite à Tel Aviv. Pour commencer avec vous, Gérard Vespierre, on va revenir sur cette dernière information. Donc on apprend par les autorités égyptiennes que Israël aurait accepté une trêve proposée donc par l'Égypte à compter de 20h ce soir et que le Caire est toujours en attente de la réponse palestinienne. Des négociations sont donc toujours en cours. Est-ce que vous pensez qu'elles ont des chances d'aboutir favorablement ? Je crois qu'il faut être très très prudent parce que en dehors des 2 interlocuteurs dont vous avez parlé, il y a aussi l'interlocuteur derrière le rideau iranien, n'est-ce pas ? Pendant toute cette semaine, en tout cas pendant 2 jours, le chef du djihad islamique, donc du mouvement politique principal de Gaza, était à Téhéran. Il a rencontré les principaux interlocuteurs du pouvoir et donc le responsable des gardiens de la révolution de la force Quds aujourd'hui a déclaré que l'initiative d'Israël serait pas sans conséquence. Donc qu'est-ce que veut aussi de son côté Téhéran? Et voilà les 2, disons, directions vers lesquelles il faut regarder, Gaza et puis effectivement l'Iran. Oui, surtout, Gérard Vespierre, il faut rester, donc, vous le disiez, très prudent par rapport à cette trêve qui aurait donc été acceptée. D'autant plus prudent qu'il y a quelques minutes encore, le Premier ministre israélien annonçait que son opération préventive, comme il l'appelle, allait durer aussi longtemps que nécessaire. Alors, aussi longtemps que nécessaire, mais bien sûr, ça, c'est une anticipation, je dirais, d'un jeu politique. Je pense que les principaux objectifs que Israël s'était fixés, à savoir donc la destruction de tunnels, l'intervention sur des responsables du djihad islamique, donc effectivement, ils ont tué le responsable militaire, la brigade Quds. Eh bien, maintenant que ces opérations-là sont menées à bien, pardon pour l'expression, mais donc en termes militaires, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, Israël peut attendre que la réponse de l'autre partie puisse se faire.
Restez avec nous, Gérard Vespierre. Julien Baloul, vous habitez à Tel Aviv, je le disais tout à l'heure. Il y a un instant, vous nous racontiez encore que vous entendiez des tirs arriver sur la ville ou aux alentours. Est-ce que vous y croyez à cette trêve qui est proposée donc par l'Égypte et dont elle dit que les parties se sont a priori mis d'accord? Il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu au Proche-Orient, notamment parce que ces heures-là, les heures qui précèdent l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, sont les heures les plus sensibles. À l'heure où je vous parle, en ce moment même, il y a des alertes roquettes qui retentissent à Ashkelon, à Sderot, à Yad Mordechai et toutes les villes aux alentours de la bande de Gaza. Alors, c'est à la fois un signe inquiétant, mais c'est à la fois un signe encourageant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'approche du cessez-le-feu, en général, les groupes terroristes palestiniens, entre guillemets, donnent tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils font feu à volonté pour terminer sur une image de victoire en espérant toucher des civils israéliens, en espérant avoir des images de blessés, de morts côté israélien, en espérant avoir une victoire pas stratégique, vous en doutez bien, il n'y a aucune stratégie là-dedans, aucune tactique là-dedans, mais uniquement médiatique. Et à l'heure où je vous parle, les sirènes retentissent encore, donc ça n'arrête pas, donc c'est peut-être un signe justement que le cessez-le-feu se rapproche. Monsieur Vespierre, vous êtes toujours avec nous. Alors, on est prudent, on l'a bien compris sur cette trêve, et c'est aussi toujours très difficile de démêler dans ce genre de conflit qui a commencé, qui a démarré. Et c'est vrai que là, on est sur un pic de tension qu'on n'avait plus vu depuis assez longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire malgré tout que c'est Israël, par cette action préventive, qui a relancé, qui a remis le feu aux poudres? Écoutez, pour essayer de démêler les chevaux, il s'agit de regarder le plus près possible la chronologie des événements. Et il me semble que l'élément déclencheur a été l'arrestation en Cisjordanie du responsable du djihad islamique pour le territoire. Et donc les premières requêtes, puisque le mouvement djihad islamique est représentatif de Gaza, les premières requêtes partant de Gaza sont liées à, me semble-t-il, l'arrestation de ce responsable du djihad islamique en Cisjordanie. Et donc là, l'escalade est partie. Israël a riposté à ses premiers tirs de roquettes sur le sud de son pays. Et au même moment, comme je le disais il y a quelques minutes, donc il y avait la présence du responsable suprême du djihad islamique à Téhéran. Alors voyez-vous, il y a vraiment un jeu terrible entre trois capitales, Téhéran, la Gaza et puis bien sûr Tel Aviv. Vous le disiez, c'est toujours difficile de démêler cette pelote de laine, de tirer la ficelle pour savoir comment ont commencé ces conflits et notamment cette dernière période. Julien Baloul, comment est-ce que la société à Tel Aviv, par exemple, ressent justement ce pic de nouvelles tensions? Je crois que la chronologie qui a été annoncée est la bonne. C'est vraiment ça factuellement qui s'est passé, à savoir d'abord l'arrestation du chef du djihad islamique. Et en fait, Israël était sous une menace dans la bande de Gaza parce que le djihad islamique voulait riposter donc à l'arrestation du chef terroriste. Et Israël a décidé, plutôt que d'attendre de se faire attaquer, Israël a décidé d'attaquer en premier pour mettre hors de portée la menace du djihad islamique. C'était vraiment, en fait, tout le sud d'Israël était confiné dans les maisons. On leur a dit, voilà, ils vont riposter, ils vont tirer d'un moment à un autre. On attendait comme ça pendant plusieurs jours. Et au bout d'un moment, l'armée israélienne a dit, on ne va pas attendre de se faire tirer dessus, on va neutraliser la menace. Donc d'un point de vue purement stratégique, si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, l'armée israélienne a enchaîné les victoires stratégiques contre le djihad islamique, puisque le djihad islamique n'a réussi à aucune victoire avec ses missiles n'étant pas arrivé à ses objectifs. D'autre part, l'ensemble du leadership militaire a été éliminé dans la bande de Gaza. Et plusieurs armes importantes du djihad islamique ont été éliminées. Donc d'un point de vue de la société israélienne, on ressent ça comme une victoire, mais vous savez, entre guillemets, je ne suis pas très vieux, mais j'en ai vu d'autres. Et les opérations militaires, ça commence toujours comme ça, avec de belles victoires militaires contre les objectifs. Et c'est ensuite que ça s'embourbe, si vous voulez. Et donc le gouvernement israélien a tout intérêt à terminer aujourd'hui l'opération avant que le Hamas n'entre en action, avant que les deux parties n'arrivent plus à terminer et qu'on ne sache plus, comme vous avez dit, on ne sait même plus qu'à commencer et on se mettrait à se tirer les uns sur les autres pendant des jours et des semaines. On l'a vu dans le passé. Et le gouvernement israélien a tout intérêt à terminer maintenant, lorsque le bilan côté israélien est bon, le bilan stratégique est bon, avant que ça ne s'envenime. Surtout qu'on est en période électorale.
Oui, c'est important de le préciser, effectivement, hein, les élections qui auront lieu très prochainement et qui peuvent peut-être être l'une des raisons de cette opération préventive. Pour clore avec vous, Gérard Vespierre, est-ce que vous avez le sentiment, comme Julien Baloul vient de nous le dire, que cette trêve a tout intérêt à être mise en place aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'effectivement, les deux parties ont intérêt à avoir un cessez-le-feu assez rapidement. On sait par l'histoire 2019-2021 que les événements de ce type durent quelques jours, une dizaine de jours maximum. Donc voilà, on est dans le cadrage, si vous voulez, du temps pour que cette opération se termine maintenant. Effectivement, il y a eu de nombreux blessés et des morts à Gaza. N'oublions pas, cela n'a pas été du tout mentionné, la population de Gaza, la densité est de 4000 habitants au kilomètre carré, c'est une des plus grandes du monde, donc toute intervention militaire effectivement est extrêmement difficile à mener et les élections israéliennes à nouveau ayant lieu, si ma mémoire est bonne, au mois d'octobre, eh bien effectivement il est temps pour Israël d'arrêter les opérations. Merci beaucoup Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Julien Baloul, spécialiste donc de la société israélienne. On en vient maintenant à cette actualité en France et ces nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassan Iquioussen. On apprend aujourd'hui que l'homme était fiché S depuis 18 mois. Pour rappel, il était accusé par les autorités françaises de propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Vendredi, la justice administrative avait suspendu son expulsion vers le Maroc. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait appel de cette décision. Toute autre actualité, on en vient à cette sécheresse historique que traverse la France. Tout le territoire est concerné, à commencer par la Bretagne. Des incendies ont brûlé plus de 300 hectares de végétation dans tous les départements du Morbihan et du Finistère. Des feux qui sont fixés au moins dans le département du Morbihan pour cette nuit. Voilà pour les actualités concernant les incendies. Oui, et avec cette sécheresse, les pompiers restent malgré tout mobilisés dans un week-end qui s'annonce encore une fois et qui est une nouvelle fois à haut risque partout en France. Dans les Bouches-du-Rhône, l'accès à 4 massifs reste toujours interdit. Et dans le département, des opérations de prévention sont donc organisées. On va voir comment ça se passe du côté du parc national des Calanques où Thomas Herman a suivi une équipe de scouts. Nous sommes au parc national des Calanques à Marseille avec un camp de scouts et guides de France qui sont basés à Lumini pour faire de la surveillance et de la prévention de feux de forêt. Agathe, toi tu es postée à l'une des vigies, c'est quoi ta mission aujourd'hui ? Alors moi je suis de Vigie Marseille Vert, donc je vais surveiller les forêts pour voir s'il y a des risques de feu, donc des personnes qui se promènent dans le massif pour le signaler, car s'ils ont un mégot qui jette, c'est à risque de faire brûler toute une forêt. Justement, tu as des jumelles pour t'aider ou pas ? C'est ça exactement, donc pour aller voir plus loin, je peux regarder par les jumelles pour avoir une signalisation plus importante. C'est ça exactement. On va retrouver Armel qui est justement à sa carte et sa boussole parce que la zone est assez grande. Qu'est-ce qu'on surveille comme direction et surtout avec quoi vous communiquez avec le poste de commandement ? Alors nous on est là sur le point jaune, on a toute une vue sur Marseille et aussi derrière dans le massif. Donc dès qu'on a un signalement, enfin dès qu'on voit de la fumée, on essaye de positionner le plus précis possible la zone où il y a le problème. Et ensuite on communique cette information au poste de coordination qui lui reste au camp. Et donc on donne la zone la plus précise possible et qui lui va donner les ordres au secours pour qu'ils interviennent. Merci beaucoup. Alors une mission qui est tout de même assez utile, notamment dans cette période de risque incendie assez élevé sur l'axe méditerranéen. Avec la règle des 3,30 qui s'applique, on a des températures au-dessus des 30 degrés, des vents supérieurs à 30 km/h et surtout un taux d'humidité dans l'air qui est en dessous des 30%. Le risque incendie qui va courir jusqu'en début de semaine, jusqu'à lundi prochain. Si le risque incendie est maximal, c'est donc à cause de cette sécheresse, mais aussi des fortes températures qui repartent à la hausse. D'ailleurs, on s'attend à une 4e vague de canicule la semaine prochaine. Vous le voyez, les températures pourraient atteindre les 35 degrés en moyenne sur tout le territoire. Le pic de chaleur est attendu pour la journée de vendredi.
16h16 sur BFM TV, on en vient maintenant aux suites de ce rodéo urbain dans le Val d'Oise. Vendredi soir, 2 enfants ont été grièvement blessés à Pontoise. Une petite fille de 10 ans est entre la vie et la mort. Le motard de 18 ans, suspecté des faits, s'est rendu à la police hier avec son avocat. Retour sur les derniers détails et les derniers faits avec Boris Karlamov sur place. L'accident est survenu vendredi soir au cours d'un rodéo urbain dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise. C'est en région parisienne. Peu après 21h, une moto a violemment percuté 2 enfants qui jouaient à chat en bas de leur domicile. 2 enfants qui ont été grièvement blessés. Il y a tout d'abord cette jeune fille âgée de 10 ans qui souffre d'un important traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé. Elle est hospitalisée à Necker à Paris. Deuxième victime, ce jeune garçon de 11 ans. Il a été grièvement blessé aux jambes. Il a été héliporté à l'hôpital d'Amiens, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Un jeune homme de 18 ans, le conducteur de cette moto, il s'est rendu ici hier après-midi au commissariat de Cergy, et ce après avoir pris la fuite avec d'autres complices de la dalle où s'est déroulé l'accident vendredi soir. Ce jeune homme de 18 ans, il est toujours en garde à vue. Sa garde à vue, elle peut durer jusqu'à 48 heures. Alors nous nous sommes rendus ce matin avec Laura Champion dans ce quartier de Pontoise. Le moins que l'on peut dire, c'est que c'est l'omerta qui règne. Le travail des enquêteurs est de plus en plus compliqué car les habitants préfèrent garder le silence. Ils risquent en fait d'éventuelles représailles. L'accident a eu lieu dans une zone qui n'a pas de vidéosurveillance. Voilà ce qui complique ardemment la tâche des enquêteurs aujourd'hui. On prend maintenant, à 16h18, des nouvelles de ce beluga, toujours bloqué depuis vendredi dans une écluse de l'Eure, à 70 km de Paris, dans la Seine. Il refuse toujours de s'alimenter, mais la piste de l'euthanasie est écartée. Les dernières infos avec Nicolas Laurent. Depuis près de 48 heures maintenant, ils sont au chevet du beluga. Défenseurs des océans et vétérinaires surveillent l'animal, toujours retenu dans cette écluse à 70 km de Paris. Ensemble, ils scrutent les moindres indications sur l'état de santé de l'animal. Mais celui-ci continue de se détériorer. Le cétacé amaigri ne s'alimente toujours pas, malgré l'introduction dans l'écluse de truites, de harengs ou de calamars. L'idéal, c'est évidemment qu'il se remette à manger. Le problème, c'est que les experts pensent qu'en fait, le fait qu'il ne s'alimente pas n'est pas la raison de son mal-être, mais un symptôme d'une maladie, quelque chose qu'il avait déjà avant de rentrer dans la Seine. L'option d'euthanasier la bête est écartée pour l'instant, car l'espoir de l'acheminer en mer, à 170 km de l'écluse, est encore permis, à condition que le beluga de 4 mètres et 700 kg retrouve des forces, car affaibli, le long trajet pourrait lui être fatal. Seule bonne nouvelle, les taches repérées par les vétérinaires sur le corps du cétacé seraient en réalité bénignes pour sa santé selon des experts canadiens. Donc on leur a transmis les vidéos, les photos, la description du comportement de l'animal pour avoir un avis. D'après eux, les taches qui sont présentes sur sa peau ne sont pas forcément un facteur inquiétant. C'est réversible, c'est dû à sa présence dans l'eau douce. Ça donne un indicateur aussi sur le fait qu'il n'est pas dans la Seine depuis longtemps parce que sinon il serait vraiment couvert de ces mycoses. L'opération de sauvetage reste plus que jamais incertaine. En mai, un orque en difficulté dans la Seine, pris en charge par les secours, était finalement décédé mort de faim. C'est vos vacances, votre rendez-vous de l'été. Et quand les températures grimpent, les grottes constituent un bon moyen, vous allez voir, de se mettre au frais tout en profitant d'une belle découverte. Oui, mais pour ça, il faut quand même aller dans le massif du Vercors. La grotte de Chorange constitue un détour incontournable pour les amateurs de cavités. Visite guidée de ce lieu d'exception avec Olivier Jouglard et Alexia Prunier. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Donc vous pouvez regarder tant que vous voulez, mais on ne touche à rien, c'est très important. Dernière consigne avant une balade unique. Alors que le mercure affiche près de 35 degrés, ces visiteurs, eux, enfilent une petite veste. Car ici, sous terre, il fait à peine 10 degrés. C'est un bon plan, ouais. Ça fait frais, c'est agréable. Un îlot de fraîcheur, mais aussi un moment hors du temps. Dans cette cavité, découverte à la fin du 19e siècle, les rivières serpentent sur plusieurs kilomètres. Et au-dessus, les stalactites, parfois longues de 3 mètres, hypnotisent ces visiteurs. Quelques mètres plus loin, ils découvrent aussi, grâce à Loïc, leur guide, un monde souterrain jusqu'ici inconnu. C'est ce qu'on appelle des animaux cavernicoles. Et c'est le cas donc de cet étrange animal que vous pouvez voir ici dans les aquariums, le protée.
Ces derniers jours, ce lieu attire près de 1500 visiteurs contre 1 millier en temps normal. Actuellement, c'est vrai qu'on connaît vraiment ces journées où on est quasiment à 100% de notre capacité, dû justement au fait qu'on cherche cette fraîcheur. Ouais. Le parcours guidé se termine dans la grande salle de la cathédrale, haute de 25 mètres. Et pour finir en beauté, un spectacle de son et lumière est projeté sur la grotte, une façon de mettre encore un peu plus en valeur ce patrimoine d'exception. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 16h22 sur BFM TV, restez avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur ces derniers éléments autour de l'imam Hassan Iquissen. On apprend aujourd'hui que le prédicateur était fiché S depuis 18 mois, alors que, souvenez-vous, vendredi, le tribunal administratif avait rejeté son expulsion vers le Maroc. On en parle dans quelques instants sur BFM TV. À tout de suite.